Ah, les ghouls. Pour la grande majorité des personnes, ce terme reflète diverses mythes et légendes, dont les origines proviennent d'avant le folklore arabe tel qu'il est dépeint par les Mille et une nuits. Bien que maintenant relayé à une figure stéréotypée proche du mort-vivant ou plus souvent à des créatures cannibales aussi dégénérées que pitoyables. Mais pourtant, toutes ces histoires ont un fond de vérité, car non seulement elles existent, mais les ghouls sont bien plus proches de nous qu'on l'aurait pensé. Car depuis que l'homme a existé, elles ont toujours été là. En vérité, il existe de très nombreuses communautés de ghouls de taille plus ou moins variable vivant aux abords des civilisations humaines. Et présents un peu partout dans le monde, régnant principalement dans les cryptes, catacombes, les métros abandonnés et les égouts. Ainsi que dans d'autres endroits reculés du même genre, ou dans des lieux plutôt atypiques vivant une vie des plus répugnantes pour nous, tout en étant, bizarrement, une parodie plutôt réaliste de nos manières d'antan, mais bien souvent isolationniste, ne se mêlant que très peu avec la société humaine et le monde extérieur, et même entre elles d'ailleurs, sauf dans des situations assez particulières qui donnent parfois des choses très cocasses. Et pour pas aider, les ghouls sont une race assez complexe à expliquer. À commencer par leurs origines qui est extrêmement floue. Certains pensent qu'ils seraient les descendants de Sorach-O, bien que sa nature soit tout aussi vague que l'origine même des ghouls. Car certains le présentent plutôt comme un grand ancien et d'autres comme l'un des enfants de la lignée de Cthulhu, voire d'un simple profond. Mais d'autres prétendues fausses rumeurs associeraient plutôt les ghouls au sein de la lignée de la chèvre noire, par le biais de l'un de ses très nombreux enfants Nug. Mais le manque d'informations fiables sur ce point fait que, faute de mieux, Sorach-O soit bien le véritable père des ghouls, et un descendant direct du grand Cthulhu. Maintenant, une théorie quelque peu farfelue suggère que les ghouls sont le fruit de l'accouplement avec la déesse basque, cas qui est en vérité fort peu probable au vu du personnage, et donc il est plus ou moins avéré que ça serait dû à l'union de Sorach-O et d'une humaine. Bien que ce dernier a eu aussi deux autres progénitures aussi méconnues que lui-même. Et dans tous les cas, la première ghoul serait Yogash, une figure quelque peu moins méconnue que son père. Mais on ne va pas vraiment le détailler et on va pas épiloguer toutes les autres théories possibles sur les événements qui auraient engendré la race elle-même. La simple raison est due au manque réel d'informations fiables. Et que Sorach-O est une figure qui n'a été mentionnée qu'en de très rares fois au mieux et au pire complètement oubliée. Au point qu'il serait parfaitement concevable que tout ce qui a été dit plus tôt soit des inepties et qu'une toute autre histoire soit la vérité. Et en tout cas, ces nombreuses imprécisions rendent aussi nébuleux l'ancienneté de la race ghoul. Car d'aussi loin que remonte la genèse de l'humanité, les ghouls étaient apparemment déjà présentes, malgré que d'autres informations affirmeraient plutôt le contraire. En tout cas, en tant que race, il est fortement possible qu'elle soit relativement jeune comparée à d'autres espèces intelligentes comme les Migos ou les choses très anciennes. Mais peut-être qu'à la limite, les ghouls étaient déjà là durant l'avènement et la chute du peuple serpent. Mais si leurs origines sont au mieux obscures, voire bordéliques, ce n'est finalement pas vraiment important. C'est un peu pareil concernant leurs apparences physiques, dont les descriptions peuvent parfois avoir une certaine unité, voire partir sur littéralement autre chose. Et le fait que certaines d'entre elles ressemblent beaucoup à d'autres créatures comme le Ghast n'aide pas vraiment à clairement les identifier. Surtout que cela peut aller tantôt à une ressemblance proche à de pseudo-lycanthropes jusqu'à quelque chose de plus humain, mais on va détailler pour y voir plus clair entre ces deux exemples en termes d'apparence. Mais dans tous les cas, peu importe les possibles variantes physiques, les ghouls sont des créatures humanoïdes de taille équivalente à celle d'un être humain, voire même légèrement plus grandes malgré qu'elles ont une posture voûtée. Créatures maigres à la peau imberbe, au teint foncé, mais avec parfois de légères touffes de poils, principalement au niveau du dos, des bras et des épaules.
Cependant, c'est bien le visage d'une goule qui est le plus marquant en adoptant un aspect d'un canidé avec un museau garni de crocs où s'écoule abondamment de la bave, ainsi qu'une langue qui pend la plupart du temps à l'air libre, accompagnée d'oreilles tout aussi ressemblantes, et ce côté bestial s'étend sur tout le corps, d'où l'allusion avec un lycanthrope. Ajoutez qu'en plus à l'extrémité de leurs mains humanoïdes s'y trouvent des griffes, principalement pour creuser ou pour combattre, et que parfois elles ont aussi une pseudo-queue. En vrai, la seule chose qui dénote vraiment avec le physique d'un loup-garou, autre que l'absence de fourrure, c'est leurs pattes qui ressemblent à des sabots de sanglier, de cerf ou de chèvre. Après, elles sont aussi représentées avec une morphologie qui délaisse leur côté bestial pour quelque chose de beaucoup plus humaine. Plus en accord avec l'idée qu'on se fait des ghouls, comme ceux par exemple de Warhammer. Mais généralement, c'est plutôt un mélange entre ces deux aspects qui restent pourtant très différentes l'une de l'autre. Et dans tous les cas, peu importe leur physique, elles restent repoussantes et dégagent une odeur des plus immondes. Sur le plan biologique, les ghouls disposent de très nombreuses capacités, à commencer par une immunité naturelle aux maladies, bien que cela ne les empêche pas d'être des nids à contagion. Des sens extrêmement développés en comparaison à celui de l'homme, premièrement par une audition et un odorat très affinés, mais surtout par leur spectre visuel étant globalement bien supérieur à la nôtre. Par exemple, les ghouls sont capables de détecter l'infrarouge, l'ultraviolet et sont aussi nyctalopes. Après, on ne sait pas si ces créatures sont capables de voir des couleurs spécifiques et si leur champ de vision est plus ou moins grande que la nôtre ou plus ou moins nette. Parmi l'aspect la plus notable des ghouls, c'est bien leur régime alimentaire qui est guère appétissant pour pratiquement toute personne sensée. À savoir que ce sont des créatures nécrophages, surtout de chair humaine très ancienne qui est leur mets des plus courants. Mais cela ne les empêche pas d'être cannibaux. Après, la consommation de chair très fraîche varie surtout entre les individus ou plus globalement parmi les communautés. Car pour certaines, ceci est un blasphème religieux, tandis que pour d'autres, c'est plus pour varier leurs alimentations ainsi que les plaisirs. Mais cela permet d'enchaîner sur le fait que, question nourriture, les ghouls ne sont vraiment pas difficiles, et disposant d'un système digestif très puissant, car que ce soit un morceau de cadavre pourri trouvé dans une décharge, nécrosé et infecté d'insectes, enterré à la sauvage ou d'un corps gorgé de liquide d'embonnement et de toutes sortes de produits chimiques, elles le mangent sans le moindre mal. Et on comprend d'ailleurs parfaitement leur joie quand l'humanité est prise par de terribles malheurs comme une grande guerre ou l'apparition d'une pandémie mortelle, car cela signifie pour ces créatures qu'il va y avoir un immense festin et pour un bon bout de temps. Et ceci dure depuis que l'homme est présent. Et peu importe le lieu, car avec leur réseau presque infini de passages souterrains qu'elles ont creusés depuis l'aube de l'humanité, on peut les trouver pratiquement dans chaque recoin de la planète. Et certains de ces passages se dirigent vers d'autres plans d'existence, à savoir la plus connue de toutes, la contrée des rêves. Un lieu très différent du nôtre où le surnaturel se mêle avec la normalité, et aussi qu'il y a des trucs vachement sympas là-bas. Et possiblement vers d'autres lieux comme le monde des ombres. Surtout que cette consommation alimentaire ne leur apporterait pas seulement de quoi subvenir à leurs besoins biologiques de manger, car en plus, cela leur permet de profiter de la délicate friandise d'emmagasiner, de ressentir le souvenir des gens qui sont passés à table. Et ou littéralement pour se défoncer. Ensuite, il faut ajouter que plus le cadavre est vieux, plus les effets se font puissants. Cependant, on ne sait pas si cette théorie est véridique, malgré que ce soit plus ou moins avéré. Mais pour le moment, impossible de trouver une explication scientifique sur comment les ghouls auraient développé cette capacité. Ces dernières n'en savent pas plus, et d'ailleurs, elles n'ont aucunement le désir de comprendre cela. C'est même plutôt l'inverse, car un certain nombre de ghouls sont persuadés que lever le voile sur ce mystère fera que cela ne fonctionnera plus par la suite.
Certes, c'est une superstition vraiment curieuse. Néanmoins, s'il y a bien une chose qui l'est tout autant, c'est bien leur cycle de vie et de reproduction qui est assez complexe à définir. Principalement du fait que de nombreuses goules ne naissent pas forcément en tant que goules, mais plutôt qu'on le devient avec au mieux des prédispositions à ce destin, dont le début de cette transformation sera au bon vouloir du temps ainsi qu'à d'autres facteurs. Une situation qui est arrivée à une partie des goules et qui continuera pendant encore bien longtemps. En tout cas, la notion de famille est quelque chose de complexe pour ces personnes, car elles ont dû laisser leur passé derrière eux, souvent dans la souffrance physique ou mentale, dans la précipitation, menant une vie d'errance, de peur, de doute et de solitude pendant parfois plusieurs années, jusqu'à trouver par hasard une communauté de goules et sera accueillie à bras ouverts, du fait que nombre d'entre elles ont vécu la même situation difficile. Bien sûr, tout cela n'est possible que si la mort ne l'a pas rattrapé entre-temps. Si la plupart de ces goules arrivent à tirer définitivement un trait sur leur passé et à surmonter le choc, d'autres en sont incapables, pour être par la suite hantés un corps de ce qu'ils ont perdu et de ce qu'ils sont devenus. Même si la grande majorité de ces pauvres créatures trouveront enfin la paix tant attendue que bien plus tard. Et avant cela, la plupart du temps, elles essayent de retrouver comme ils peuvent ce qu'il fut leur passé d'une manière assez macabre. À commencer au mieux par espionner ce qui fut leurs proches ou d'attendre patiemment la mort de ces derniers pour pouvoir se jeter dessus puis les dévorer pour ressentir leurs souvenirs se mélanger et s'affiner avec ceux qui fut autrefois leurs proches et qui ont fini en plat. Ces goules ayant terminé leur funeste quête personnelle gardent souvent un souvenir de cet événement, comme un crâne ou un objet que portait leur repas durant ce deuil. Ceci est clair si on peut parler de leur cycle de reproduction. Déjà, les goules peuvent procréer de manière sexuée. Le rejeton, à sa naissance, ne ressemblera très souvent aucunement à une goule mais à un bébé parfaitement normal. Et pratiquement à chaque fois, ils échangeront leur nouveau-né avec ceux issus de couples humains, ou l'abandonneront. Bien que certains ressemblent déjà en partie à des goules lors de leur mise au monde et sont donc gardés. Les raisons d'un tel comportement sont imprécises, voire inexplicables. Néanmoins, certains parents le font dans l'espoir que leur enfant aura une vie meilleure, alors que l'autre, kidnappé, sera élevé comme une goule pour en être une par la suite. Et ainsi, les deux deviendront des goules. L'un par son héritage sera prédisposé à le devenir et l'autre par le fait qu'il soit immergé dans le mode de vie des goules. On y reviendra plus tard sur les autres manières de devenir de telles créatures. Bien qu'en vérité, le premier a toutes ses chances de mener une vie sans jamais se transformer tant qu'il reste loin de ses ancêtres, tout ira bien. Malgré que sa descendance risquera la même chose et ainsi de suite. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, les enfants goules n'existent pas, car si de base leurs homologues adultes croisent que rarement les humains ou d'autres créatures, selon les communautés, il est extrêmement rare de tomber sur l'une de leurs progénitures du fait qu'elles sont cachées au plus profond de leur interminable passage souterrain, voire dans la contrée des rêves, ainsi du fait que les goules sont extrêmement protectrices envers leurs petits. Après, elles deviennent adultes à l'âge de 10 ans et sont techniquement immortelles biologiquement, bien qu'en vérité ce ne soit pas vraiment le cas. En fait, les goules dépassent très rarement au-dessus des 600 ans, car disons qu'à partir d'un demi-millénaire d'existence, les affres de la vieillesse commencent pour elles, au point de les rendre incapables de faire quelque chose seules, même manger, et ont constamment besoin d'assistance de la part de leurs frères et sœurs, et de nombreuses goules ne supportent pas de devoir dépendre de leur famille d'ailleurs, préférant à la place quelque chose de plus étrange pour nous, d'offrir leur corps à leurs compères, une forme de funérailles funestes sous l'aspect d'un banquet. Un événement important où les invités puissent faire leur deuil et le dévorent, tout en ressentant par la suite les souvenirs ainsi que le semblant de personnalité et les expériences de ce qui étaient autrefois leurs aînés.
Cependant, malgré que les ghouls soient loin du cliché qu'on leur donne en étant des êtres vivants doués d'une très grande intelligence, tout en ayant des coutumes et un mode de vie très discutable, elles ont un immense problème au sein de leur culture. Elles n'ont pas vraiment de société qui leur sont propres, déjà de par leur relation parasitaire avec l'humanité, qui paradoxalement les empêche d'en avoir une, et sont même dépendants d'eux pour être alimentés en cadavres. De plus, elles ne construisent rien mais récupèrent les restes délaissés comme les édifices oubliés pour en faire leur demeure. Tout comme en termes de savoir et artistiquement, les ghouls n'inventent rien, ne révolutionnant pas l'art tout comme la philosophie. Elles se contentent juste de copier et d'assimiler. Et ce problème est dû que les ghouls sont bien trop occupés à manger et assimiler les souvenirs des morts, se façonnant au mieux en quelque chose qui n'est qu'un reflet de notre passé au final. Bien que la grande majorité ne s'intéresse pas à ce genre de choses, tout comme il existe des ghouls qui se sont adonnés à l'art, ainsi que d'autres se considèrent comme les héritières d'une culture oubliée, bien que ces deux derniers cas sont peu communs. Mais ce qui diverge vraiment parmi les ghouls à l'instar de l'humanité, ce sont les schismes religieux et aussi quelque peu idéologiques. Déjà, il faut classer deux types de ghouls, les ghouls qui vénèrent une quelconque divinité et celles qui sont athées. Et entre les deux se trouvent de nombreuses doctrines très spécifiques. Premièrement, parmi les sectes les plus souvent associées ainsi que le plus répandu parmi les ghouls se trouvent les cultes dédiés à Mordiggian, le dieu charnel, grand ancien symbolisant le concept de la mort, une divinité qui s'est pris d'une immense sympathie envers les ghouls. Selon ses adeptes, le culte remonterait à ce qu'elle nomme le début du jour, une période où les ghouls auraient appris le concept de la magie et auraient appelé Mordiggian, malgré que les détails soient relativement vagues. Bien qu'en n'ayant apparemment aucun lien de parenté avec ce peuple, ses adorateurs sont pratiquement exclusivement des ghouls, bien qu'ils soient aussi honorés par d'autres races, mais plus par peur et par respect, et le dieu charnel s'en moque bien, vu que c'est pas des ghouls. Bien que certains humains ont tenté de rejoindre des cultes dédiés à Mordiggian, néanmoins, il existe quand même des divergences religieuses au sein de son culte, car certaines sectes n'acceptant que les vrais ghouls pur sang dans leur rang, considérant les humains transformés en ghouls comme une race inférieure, tandis que d'autres sont moins tatillons sur cette question. Cependant, malgré le désintérêt total que Mordiggian porte envers les non-ghouls, il existe néanmoins une poignée de cultes humains qui lui sont dédiés, ainsi que des nécromanciens qui cherchent ses faveurs, ce qui est extrêmement stupide, car ressusciter les morts est un blasphème envers le culte, ce qui irrite très fortement le grand ancien ainsi que ses adorateurs, au point qu'il peut venir en personne pour s'occuper d'eux. Mais malgré tout, il existe des ghouls, voire des communautés entières ouvertement hérétiques qui se lancent dans la nécromancie ou à ses dérivés, au risque de s'attirer de gros ennuis, car cela donne une viande très appréciée par les ghouls. Disons que ce genre de sorcellerie en elle-même rajoute un goût à la viande, donc ces créatures raffolent, malgré que cela produit aussi un plaisir narcotique beaucoup plus puissant et donc une très grande consommation rendent les ghouls totalement ivres. Très dangereuse aussi. D'autres communautés se dévouent à Bao Jukamog, le porteur de la pestilence. Grand ancien à l'allure très délicate d'une gigantesque chimère d'insectes et de scorpions, dont le corps est infesté par une infinité de toutes sortes de vermines qui se déplacent sur sa carapace ainsi qu'à l'intérieur de lui-même. Bien que son histoire soit plutôt mystérieuse avant son arrivée sur Terre et pas très important d'ailleurs, ses zones d'influence sont bien souvent les mêmes styles de lieux de prédilection des ghouls. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus actif que Mordiggian, vu que selon certains, Bao vivrait physiquement parmi les ghouls qu'il l'aurait choisi lui plutôt que le dieu charnel. Et contrairement à lui, il a d'autres dévots, à savoir une race extraterrestre nommée les insectes de Shagai, qui sont ses adorateurs originels, mais il n'a pas de culte humain qui le vénère, hormis quelques cas isolés sûrement. Mais apparemment il serait vénéré par des rats.
D'ailleurs, certaines théories disent que les grandes pestes qui auraient secoué l'Europe et la Chine durant le Moyen-Âge jusqu'à nos jours auraient été l'œuvre de son culte, ou de lui-même, et si cela est vrai, cela confirmerait qu'il est plutôt actif. Après, il existe une très petite secte presque insignifiante au vu de l'ensemble de la race Ghoul, dédiée à Nyokta, une entité extrêmement mineure et oubliable. Contrairement à la dernière divinité qui est tout l'inverse, étant parfois associée aux Ghouls mais visiblement très minoritaire parmi ses sectateurs. Les cultes dédiés à la chèvre noire. Et après, il existe quand même des Ghouls qui se sont tournés vers d'autres entités qui n'ont pas été mentionnées telles que Nyarlathotep. De plus, certaines sources indiquent que d'autres communautés prient des vieilles religions païennes humaines, souvent en retrouvant d'anciennes catacombes et lieux de culte oubliés pour s'en approprier autant les souvenirs des morts que les ruines en elles-mêmes. Et parfois, ce genre de groupe se retrouve à vénérer indirectement d'autres divinités comme Noden. On raconte même que certaines, principalement celles qui étaient autrefois humaines, ont continué de suivre leur foi d'avant. Puis d'autres font un gloubi-boulga de tout ce qui a été dit. À ne pas oublier quand même que les cultes de Mordigan restent la plus importante au sein de la race. Cependant, comme mentionné plus tôt, une grande partie des Ghouls sont athées, refusant totalement l'existence du concept de Dieu, de reconnaître des entités comme des divinités, ou de les voir comme des autorités supérieures à vénérer. D'ailleurs, ce refus peut être aussi idéologique. Après, la majorité de ces ghouls se tournent plutôt vers une sorte de culte des ancêtres, honorant leurs aïeuls tout en s'inspirant de leurs actes passés. Cependant, pour d'autres ghouls, cela suit un chemin différent et assez triste. Car celles qui en sont devenues sans le vouloir et qui ont tout abandonné, elles n'ont personne dans leur passé à glorifier, aucun modèle leur servant de source d'inspiration ni de famille à proprement parler. C'est alors que ces ghouls se mettent à vénérer et à chérir leurs souvenirs, tellement obsédés par ça qu'elles sombrent dans ce passé nostalgique. En essayant en vain de recréer ce passé, en allant par exemple porter des vêtements et toutes sortes de breloques ainsi que armes et matériels qui font écho à cela, tout en s'accrochant désespérément du mieux qu'elles peuvent à cette existence perdue. Et bien souvent, c'est leur dernier rempart face à la folie et au désespoir. Ces êtres qui observent ce qui fut leur passé et sont incapables de voir leur présent et encore moins leur avenir, sont souvent pris en pitié par leurs compères qui les laissent dans leurs rêveries. Tant que cela ne dérange pas l'ensemble de la communauté, du moins ça le devient jusqu'à ce que certains cherchent à renouer contact avec leur ancienne famille. Ce qui mettrait tout le groupe dans une situation très délicate. Mais cela nous permet de parler de leurs relations extérieures, principalement envers l'humanité, qui sont au mieux incertaines et assez bizarres. Comme déjà dit plus tôt, les ghouls sont dépendantes de nous pour se nourrir et une grande partie de leur culture sont une parodie de la nôtre. De plus, leur attitude envers les hommes est propre à chaque communauté ou individu, car certaines sont prêtes à dialoguer de manière plus ou moins pacifique, alors que d'autres verront l'être humain juste comme de la nourriture, et d'autres seront totalement agressifs et territoriaux, surtout envers ceux qui volent leur nourriture comme les trafiquants de cadavres. Mais l'être humain en général ne sera pas forcément mieux vu qu'il suit le credo du « si c'est différent, je tire ». En tout cas, si une communauté de ghouls est repérée que les hostilités ont commencé, de sanglantes vendettas sera de mise, bien que l'issue de ces affrontements soit très variable. Car les ghouls se retrouvent parfois à affronter des adversaires bien plus puissants qu'elles, comme dans certaines versions où elles se sont retrouvées à affronter littéralement l'armée rouge. Et plus généralement d'autres cultes, et bien souvent cela se finit pour elles soit par une longue purge suivie d'une extermination, mais heureusement les ghouls se contentent de quitter les lieux ou de se faire chasser pour y revenir que bien plus tard. Mais bien souvent l'avantage technologique ont été en leur défaveur, surtout quand en face t'as des fusils. C'est la raison que ces créatures sont extrêmement méfiantes envers les humains, mais parfois un individu arrive à s'acoquiner avec des ghouls, voire même des sectes créées par elles ou dédiées aux ghouls plus généralement. Ou sinon ce sont d'autres sectes indépendantes d'elles adorant les mêmes entités que la communauté. Et bien souvent ces charmants individus sont des artistes dépravés, des personnes qui sont très friandes de ce genre de relations atypiques.
cannibaux, nécrophiles ainsi que tueurs en série et même des sorciers. Après, les cultes de ghouls, comme de nombreux autres, peuvent provenir de tous les stades de la société, que ce soit une élite dépravée en quête de sensations ou de plaisirs illicites, que de miséreux qui n'ont guère le choix de succomber au cannibalisme. En tout cas, ces relations sont très appréciées par les ghouls qui leur permettent d'avoir un réseau de contacts et d'espionnage pour mieux s'implanter ou se dissimuler parmi la population, ainsi qu'un soutien en cas de problème, tandis que les ghouls offrent généralement des connaissances, des aides pour naviguer dans leur réseau souterrain ainsi que des plaisirs illicites, et des invitations à leur banquet suivies de d'autres avantages. Certains humains vont même jusqu'à s'accoupler avec des ghouls et d'autres finiront par se transformer. Bien que certaines communautés n'apprécient guère cela ou refusent tout bonnement de participer à l'ascension d'une future ghoul. Les principales raisons sont que pour certaines d'entre elles, les humains transformés en ghouls sont perçus comme une race inférieure. Après, on ne sait pas vraiment si les humains élevés par des ghouls sont sujets à cette forme de racisme. Une minorité pense que c'est immoral de faire subir à quelqu'un ce qu'elle considère comme une malédiction. Mais c'est surtout qu'un allié humain peut vraiment servir leur intérêt et dans le pire des cas servir de casse-croûte. Alors que si entre-temps c'est devenu une ghoul, il faudra attendre très longtemps pour la manger. Après, bien sûr, les accidents, ça existe toujours. Mais globalement, ça perd une grande partie de son intérêt. Et l'autre problème qu'on a tendance à oublier, c'est que selon les endroits où on se retrouve à pratiquer le cannibalisme en compagnie de ghouls, on risque pas vraiment d'en devenir une, mais plutôt autre chose de beaucoup plus méchant qu'une ghoul, par exemple un Wendigo. Après, il existe d'autres moyens pour devenir une ghoul sans devoir forcément s'immerger dans leur culture ou d'en côtoyer, car certains rituels et sortilèges permettent de faire une telle chose, comme le livre de Jade. Mais cependant, ce n'est que rarement utilisé, car trop rare, dangereux et trop aléatoire. Après, il y a une solution plus simple, ça serait de s'attirer les faveurs ou les caprices d'une entité, mais en vrai cette idée reste complètement stupide. Et bizarrement, il semble qu'atteindre cet objectif est beaucoup plus difficile pour ceux qui cherchent à être activement une ghoul qu'une personne qui n'avait pas de tel désir. Ensuite, les relations entre les ghouls et les autres races, on sait pas vraiment car comme beaucoup de choses, c'est extrêmement variable. Et il ne faut pas oublier que les ghouls sont très souvent isolationnistes. Donc au pire, on ne peut faire que des suppositions. Cependant, les seuls réels ennemis naturels des ghouls sont les bêtes lunaires, où il y a eu d'ailleurs plusieurs affrontements entre ces deux races et l'une d'entre elles s'est terminée par une victoire des ghouls grâce à un avantage technologique très inattendu, la lance. Après, cet événement aurait pu y avoir lieu dans un passé très lointain des ghouls. Cependant, cela permet aussi de parler de quelques-unes de leurs bizarreries sur le fait que les ghouls ne sont apparus que très rarement avec des armes, alors que la plupart des ghouls devraient être capables de savoir les utiliser. Après, cela peut s'expliquer qu'elles n'ont soit pas l'utilité ou ne sont pas capables d'en entretenir. Tout comme parfois, elles ont été montrées comme capables de chevaucher diverses créatures. Mais surtout, la plus grande bizarrerie des ghouls et qu'une fois on a fait mention de ghouls obèses. Mais voilà, à part des escarmouches envers des cultes ou des races principalement pour des histoires de territoire et de conflits d'intérêts, ce qui aurait pu être le cas avec les hommes serpents, ainsi que la peur qu'ont les ghouls envers certaines organisations ou de possibles rivalités entre leurs schismes religieux, et à la limite des alliances plus ou moins indirectes comme ce fut le cas pour l'Océan Noir, finalement on n'en sait que vraiment peu sur ça, sauf pour le cas des bêtes lunaire. Puis tout cela ne sont peut-être que des incidents isolés et surtout indépendantes et inconséquentes envers l'ensemble de la race au final. Mis à part ces quelques points de mystère, les ghouls, contrairement à d'autres espèces, ont de très longues années devant elles. Et quand l'humanité aura finalement disparu, elles seront toujours là à profiter de nos tombeaux, vu qu'au final, elles n'ont pas vraiment besoin de nous pour perpétuer leur existence.